de chance. Ça, c'est ce que dit le Nouvel Observateur. Il y a quelques mois, il a publié une enquête qui classe l'agriculture parmi les métiers qui rendent le plus heureux. Alors c'est marrant parce qu'en France, il y a un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours. Ça, c'est un paradoxe. Et dans mon métier, c'est loin d'être le seul. Il y a 100 ans, les agriculteurs en étaient 50% de la population active. Un actif sur 2 était agriculteur. Aujourd'hui, nous sommes 2%. Toute petite minorité. Et malgré ça, nous sommes le 2e employeur de France. Déjà, sur nos fermes, chefs d'exploitation plus salariés, on est plus d'1 million. Et chacun d'entre nous, moi, comme vous me voyez, je génère 5 emplois en France. Alors, les emplois générés, c'est en amont de la filière, ce qui va concerner la recherche, fabrication d'intrants, aliments pour le bétail, vétérinaire, enseignement. Et puis ensuite, il y a tous les emplois qui sont en aval de la filière. Transport, commercialisation, distribution, bref. Alors, chefs d'exploitation, nous sommes 500 000, un petit peu moins. Et 1 sur 3 sont des femmes, donc sont des agricultrices. Et puis, 1 sur 5 seulement a moins de 40 ans. Aujourd'hui, le renouvellement des générations en agriculture, il est moins facile qu'avant. Pourquoi ? Parce que c'est un métier, en quelques années, qui a profondément changé. Mes parents, ils ont eu 30 ans fin des années 70, début des années 80. Mes grands-parents, qui étaient agriculteurs aussi, ils ont eu 30 ans à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qu'on leur demandait, c'était simple, c'était de produire. La France avait faim, c'était un pays en ruine à reconstruire, il fallait produire. Moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et ce qu'on me demande, c'est plus du tout la même chose. Ce qu'on me demande, voilà, je suis au cœur de plein d'enjeux. Économiques, environnementaux, écologiques, sociétaux, sociologiques. Ça va bien au-delà du simple enjeu alimentaire. Moi, aujourd'hui, c'était pas comme ça pour les générations d'avant. Je passe une bonne moitié de mon temps à remplir des papiers, à faire de l'administratif, et puis à noter tout ce que je fais pour bien être sûr que ça correspond à plein de lois, de normes, dont la plupart n'ont pas toujours dû être écrites par des gens qui avaient beaucoup mis les pieds dans les champs. La PAC, c'est 4000 pages. Les bonnes conditions agro-environnementales, ce sont 17 directives européennes transposées dans notre droit. Enfin, c'est quand même hyper complexe. Et tout ça, je dois bien sûr l'appliquer à la lettre. Sinon, je me fais sucrer mes aides-PAC. Les aides-PAC, nous y voilà, les agriculteurs, des assistés. Un cliché qui nous colle à la peau et qui nous blesse aussi. Alors juste pour info, en France, le budget de l'agriculture, c'est 2,9 milliards d'euros, on va arrondir, 3 milliards d'euros par an. C'est le même niveau que le budget des anciens combattants. Voilà. L'écologie, c'est 7, la défense, c'est 30, l'enseignement, 46, bon, bref, voilà. Alors la PAC, qu'est-ce que c'est ? La PAC, depuis qu'elle existe, depuis les années 70, la PAC, c'est pour chaque production dont on a besoin en Europe, un prix plancher et un prix plafond. Donc l'agriculteur, il est rémunéré à un prix juste pour cette production. Alors, allez expliquer à quelqu'un qui a toujours travaillé comme ça que depuis 2007, un petit peu avant, mais grosse réforme en 2007, l'agriculture est rentrée dans les accords de libre-échange de l'OMC. À ce titre-là, révolution, on n'a plus le droit de subventionner directement les productions par des aides directes. Donc on a des aides qui sont indexées sur des rendements historiques, des surfaces, enfin bon bref. Aujourd'hui, au lieu d'avoir une rémunération juste comme avant, il faut expliquer à tous les agriculteurs qu'il faut qu'ils aillent scruter le marché des commodities au Chicago Board of Trade, à l'Euronext de Londres, etc., etc. Que moi j'ai vendu mon blé récolte 2012 à 250 € la tonne et 2013 180. Entre parenthèses, on dit toujours c'est les céréaliers qui font augmenter le prix de la baguette de pain. Je ne sais pas si vous avez vu la baguette de pain baisser de 30 à 40% vous en 2013. Bon. Alors, aujourd'hui, mon prix de revient, c'est un peu comme à la loterie. Il va se décider en fonction des positions des fonds d'investissement, d'un taux d'incorporation des biocarburants, enfin des matières premières agricoles dans les biocarburants. Il va dépendre d'une parité, d'un prix du pétrole. Voilà, il y a énormément de facteurs qui vont influencer ce prix-là. C'est pas évident pour anticiper, pérenniser une entreprise. Alors, les aides PAC, si on y revient, c'est 7,7 milliards d'euros pour les agriculteurs français, enveloppe annuelle. Ça représente un effort de 100 € par habitant et par an pour assurer notre indépendance alimentaire. Alors, c'est une aide, certes, qui est faite au secteur. Alors, en France, tout est aidé. Les individus sont aidés, beaucoup de secteurs sont aidés. Le TGV est aidé, Airbus est aidé. L'industrie automobile, au début de la crise, elle a touché plus de 6 milliards d'euros. Enfin, la restauration.
L'agriculture, elle est aidée pourquoi? Parce que c'est un secteur stratégique. Bon, je vous l'ai dit, nous sommes quand même le deuxième employeur de France, entre les emplois directs et les emplois que nous générons. Et puis, on est quand même leader mondial sur plusieurs secteurs, les vins, les spiritueux, leader européen sur les semences, sur les céréales, sur la viande bovine. Tous les ans, l'agriculture, c'est plus de 60 milliards d'euros d'excédents sur la balance commerciale. On se tient à peu près avec l'aéronautique. C'est beaucoup plus que les cosmétiques et le luxe ou beaucoup plus que l'industrie automobile. C'est un secteur stratégique. Toutes les régions du monde aident l'agriculture. Si je prends les 5 dernières années, 2008-2013, aux États-Unis, c'est plus 40% d'aide à l'agriculture. Brésil, plus 60%. Chine, plus 130%. Et en Europe, c'est moins. Bizarrement, on est les seuls. On est les seuls à baisser notre soutien à la production. Alors moi, aujourd'hui, je suis 2 à 3 fois moins aidée qu'un agriculteur nord-américain. Et même par rapport à mon voisin allemand, qui fait des céréales, puisque je fais des céréales, je touche entre 80 et 100 euros de moins à l'hectare. Pour aller peser sur des marchés et puis être compétitif, ce n'est pas toujours facile. Ça s'appelle une distorsion de concurrence. Et des distorsions de concurrence, ce n'est pas la seule que je subis. Il y en a d'autres. Par exemple, sur les OGM. Alors, les OGM, organismes génétiquement modifiés, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on va introduire dans le génome d'une plante le gène d'une autre plante et qui va lui apporter une caractéristique, par exemple résistante à la sécheresse, résistante à un herbicide ou capable de s'auto-nourrir. S'auto-nourrir, alors je m'explique. Un agriculteur, il doit apporter des engrais sur ses cultures pour le nourrir, azote, potassium, phosphore. Il doit apporter ça à la plante au moment clé où elle en a besoin pour grandir. Voilà. Elle a besoin de cette nourriture. Et aujourd'hui, le soja, c'est une plante très particulière. Elle a la capacité de fixer l'azote de l'air. Donc elle s'auto-nourrit en fait. Et il y a un OGM intelligent qui a été mis au point il y a quelques mois et qui permet de prendre ce gène-là du soja et de l'introduire dans les autres céréales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, l'agriculteur n'aura plus besoin d'aller apporter des engrais dans ses champs, d'aller épandre, de faire des interventions. Ça veut dire quoi? Moins de coûts d'intrants, moins de coûts de gasoil. Si ça, ce n'est pas de l'écologie. Alors, les OGM, ce qui est extrêmement drôle, c'est que, vous savez, nous, on n'a pas le droit d'en produire en France, c'est absolument interdit. En revanche, c'est autorisé à la production chez nos voisins de l'Union européenne, Allemagne, Espagne, Pologne, j'en passe. Donc, puisque nous sommes un marché unique, tout le jambon pata negra, c'est vachement bon, le jambon pata negra, ou plein d'autres choses qu'on mange qui viennent de nos pays voisins, sont OGM. Premiers OGM, ça a été commercialisé en 1995. Ça fait 20 ans que nous mangeons tous des OGM. Bon, le monde entier en produit, États-Unis, Argentine, Brésil, Afrique, Asie. Et alors, le plus drôle de tout, c'est que nous importons, en France, dans les ports français, 4 millions de tonnes d'OGM par an. Mais ça, c'est pas nouveau, ça fait 10-15 ans. Donc, vous allez me dire, mais attendez, mais les faucheurs, ils fauchent des parcelles des OGM. Alors oui, il faut effectivement des OGM, des parcelles OGM, mais ce sont des parcelles de la recherche publique et de programmes souvent parrainés par des instances comme l'INRA ou autres. Alors les faucheurs OGM, ils savent très bien, et s'ils ne le savent pas, c'est dramatique, que pour empêcher les OGM en France, ce n'est pas de faucher des parcelles de la recherche publique qu'il faudrait faire, mais plutôt d'aller bloquer les ports. Alors attention, je ne dis pas que je suis pour ou contre les OGM. Je ne dis pas qu'il faut en produire, il ne faut pas en produire. Ça, c'est un débat de société. Moi, je dis qu'aujourd'hui, en tant qu'agricultrice, je n'ai pas le droit de produire des produits dont on m'inonde le marché et qui sont produits à moindre coût, puisque les OGM permettent de baisser les coûts de production, les coûts des passages sur les cultures. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'en France, on n'arrive même pas à dépassionner le débat 5 minutes et que sous la pression de certaines associations ou de groupes ou de lobbies, on n'arrive pas à avoir une recherche publique à long terme qui permette de prendre des positions scientifiques claires, alors qu'aujourd'hui, aucune étude sérieuse et validée dans la communauté scientifique dans le monde n'a pu prouver que les OGM étaient dangereux. Je dis que le monde avance, je dis que les choses, elles bougent, que les biotechnologies, ça se développe partout, et que si nous, on ne prend pas ce sujet-là en main, demain, nos enjeux alimentaires et de santé publique seront dépendants, s'ils ne le sont déjà, de la recherche étrangère et privée. Je dis qu'aujourd'hui, c'est l'idéologie qui prend le pas sur l'économique, sur la science et sur l'humain. L'idéologie, je me rappelle cette phrase d'Einstein qui disait qu'il était plus facile de changer un atome de place qu'une opinion.
Ah, je me rappelle à chaque fois qu'on me dit « Et toi, t'es en bio ?» Non, je suis en conventionnel, agriculture conventionnelle, raisonnée. Ah bon, elles sont pas bio, tes céréales? Non, elles sont pas bio. Alors, la différence, je vais essayer de vous expliquer concrètement ce que c'est entre les deux. Un agriculteur, à partir du moment où il sème et où il récolte, il y a deux choses qu'il doit faire pour intervenir sur ses cultures. Deux, pas mille. Un, c'est nourrir sa plante. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et deux, c'est la protéger, la soigner. Il y a trois types d'interventions ou de soins pour protéger ces cultures. Alors la première, ce sont les herbicides. Les herbicides, on les applique pour empêcher que d'autres espèces concurrentes viennent envahir notre culture et puis puiser à sa place les ressources dont elle a besoin dans le sol. La deuxième, ce sont les fongicides. Ça, c'est quand il y a des champignons, des bactéries qui viennent attaquer la plante de l'intérieur, prendre la tige, la feuille, peu importe, c'est un peu comme un cancer. Là, voilà, ça la détruit. Et le troisième type de soins, de protection, ce sont les insecticides. Ça, c'est quand on a des vols de ravageurs, de prédateurs qui peuvent détruire un champ en 2-3 jours. Il vaut mieux intervenir. Voilà. Alors, quand on va épandre des traitements dans nos champs, on n'y va pas déjà pour le plaisir. D'autant plus que ça coûte de plus en plus et excessivement cher. Le poste de coût, intervention phytopharmaceutique, phytosanitaire dans une exploitation, ils ont explosé. Donc c'est super cher. C'est pas il y a 30 ans où on traitait peut-être quelquefois en préventif, un assurantiel, un peu à tour de bras, suivant les conseils de techniciens ou autres. Ça aujourd'hui c'est fini. Déjà il y a en 10 ans, on a la moitié des matières actives homologuées dans l'Union européenne qui a disparu. Il y en avait 800 en 93, en 2003 il n'y en avait plus que 400. Mais bizarrement, c'est marrant parce qu'elles sont interdites en France, mais pas en Espagne. C'est marrant, ils ont beaucoup plus de matières actives homologuées qui sont interdites chez nous. Mais bon, voilà, on ne s'amuse pas à les épandre pour le plaisir. C'est un petit peu comme quand on va chez les médecins. Quelquefois, il dit non, c'est viral, il ne faut rien faire. D'autres fois, il va prescrire des antalgiques, des antibiotiques, une hospitalisation. Ça dépend de la gravité de la maladie. Et on apporte une réponse adaptée. Alors, les bio, donc la différence, c'est que les bio aussi traitent, puisqu'ils ont les mêmes problématiques. Quand il y a des attaques de maladies ou autres, faut traiter. Mais eux, ils ont des matières actives homologuées qui sont différentes. Par exemple, les bio, en agriculture bio, on traite beaucoup à base de soufre et de cuivre. Le soufre et le cuivre sont des matières actives donc homologuées bio, et leur particularité, c'est qu'elles ont une rémanence. Ce qu'on appelle la rémanence, c'est le nombre de temps que le produit va agir sur la plante, dans la plante pour la protéger, avant d'être éliminé. Donc le cuivre et le soufre, ou les matières actives en bio, en général, elles ont une rémanence beaucoup plus courte que les produits homologués en conventionnel. Donc ils doivent aller traiter plus souvent. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des problématiques où saturer le sol de cuivre et de soufre, ça le rend tout simplement infertile, saturé, ça se retrouve aussi dans les nappes phréatiques. C'est pour ça que les traitements bio sont tout autant contrôlés et suivis que les traitements conventionnels. D'ailleurs, la traçabilité de nos productions et tout ce qui va être le suivi sanitaire, c'est très important. On est très, très suivi sur ce point et c'est tout à fait normal. Il y a un gros risque, par exemple sur le blé. Un gros risque qu'on a sanitaire, ce sont les mycotoxines. Alors, les mycotoxines, c'est une maladie qui se développe avec des conditions humidité plus chaleur. C'est une sorte de champignon. Et des mycotoxines, qui génèrent des mycotoxines qui sont des micro-organismes hyper dangereux pour la santé humaine, donc quand on en a dans nos blés, dans nos céréales, ou c'est déclassé en fourragé, ou c'est invendable. Ça, c'est un risque vraiment qu'on est obligé de contrôler par des traitements. Et alors, je prends l'exemple du Danemark, il y a entre 10 et 15 ans, ils ont passé toute leur production de blé en bio. Et ils étaient autosuffisants, ils produisaient pour eux, et puis ils arrivaient à exporter aussi. Aujourd'hui, ils n'ont pas su contrôler ce risque de mycotoxines, et donc ils sont obligés d'importer tout le blé qu'ils consomment. 2011, Allemagne, crise de l'E. coli, plus de 4000 malades, 800 dialysés à vie, plus de 50 décès, germes bio. 2012, série d'intoxications alimentaires, région PACA, Languedoc-Roussillon, en raison de résidus de datura, qui est une plante hyper toxique pour l'homme, qui était restée dans de la farine de sarrasin bio. Alors, à chaque fois qu'on a des scandales alimentaires, ce qui est marrant, c'est que dès qu'on voit qu'ils sont liés au bio, ils disparaissent assez vite dès une des journaux. Bon. Alors, je ne suis pas en train de dire, encore une fois, c'est pas le bio, c'est blanc ou noir, le conventionnel, c'est blanc ou noir. Ce que je dis, c'est que de dire tout ce qui est bio, c'est naturel et donc c'est forcément bon pour la santé, alors que tout ce qui est chimique, c'est forcément mauvais pour la santé, c'est un mythe. C'est un mythe. Il y a 60 ans,
tout était bio. Il n'y avait pas de traitement chimique. Et combien de nos arrière-grands-parents mouraient à 60 ou 65 ans? Voilà, il faut pouvoir un petit peu nuancer tout ça. Et il y a des agriculteurs qui font bien leur travail des deux côtés. Le bio, c'est plus facile à faire sur des cycles courts. Quand on a du maraîchage, c'est beaucoup plus facile de contrôler les maladies sur un cycle de 20 ou 25 jours. Quand on a des grandes cultures avec des cycles longs, quand on traite, ce n'est pas simplement pour le plaisir de traiter. C'est parce qu'il y a une qualité sanitaire qu'on doit préserver sur nos parcelles. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on applique des interventions sur les parcelles, on le fait en dernier recours. Moi, je fais un maximum de travail mécanique du sol sur mes parcelles avant d'intervenir de manière chimique. Et je suis la première aussi à vouloir préserver la qualité de mes sols et à améliorer leur taux de matière organique. Les agriculteurs, nous sommes les premiers protecteurs de notre terre à tous, et les premiers protecteurs de l'environnement. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis fière de mon métier, de ce que je fais. J'aime beaucoup voir grandir mes plantes, les accompagner, du semis jusqu'à la maturité. Je fais un métier qui est techniquement très pointu. La plupart des donneurs de leçons, ils s'imaginent un monde où il fait toujours beau, où il y a quelques gouttes de pluie quand il faut, mais pas trop. Mais ils ne s'imaginent pas que en 2-3 jours, je peux voir une de mes parcelles ou mes cultures ravagées par une grêle, ravagées par une maladie, ravagées par un vol de prédateurs, et qu'au bout de 2 ou 3 mauvaises années, je peux mettre la clé sous la porte. Moi, aujourd'hui, je suis donc en conventionnel, raisonné. Il y a 2 apiculteurs, ils viennent tous les ans poser plus de 100 ruches à côté de mes parcelles de tournesol et de colza. Et s'ils reviennent en poser tous les ans, c'est parce que la récolte est bonne et que les ruches, elles sont en bonne santé. J'ai un lac aussi que j'utilise pour l'irrigation. Venez voir la biodiversité qu'il y a tout autour. Des oiseaux, des hérons, des canards, des grenouilles, des serpents, des papillons. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Donc oui, je fais un métier... un beau métier qui est techniquement pointu, qui exige beaucoup de capacité d'adaptation, parce qu'en agriculture, quand on fait A, on ne sait jamais si on va avoir un résultat B, Y ou F. Voilà. Donc, je sais que je donne aussi des produits de qualité à manger aux gens, et j'en suis fière. Donc oui, j'ai de la chance.